Bienvenue sur FRG Podcast, là, on forge ton mind. Aujourd'hui, on est avec Mickaël Ouellette de l'Institut économique de Montréal, l'IDEM, pour nous parler en fait des démarches qui ont été faites là, auprès du gouvernement, là, recevoir un peu savoir sur quoi se basent en fait les actions qu'il pose. Je te laisse t'introduire puis nous dire où est-ce que vous êtes rendu puis quelle démarche vous avez posée depuis. Oui, certainement. Bien, merci de me recevoir en passant. Donc, c'est ça. Nous, on a fait des démarches auprès du gouvernement. On a envoyé des demandes d'accès à l'information, un peu pour mieux comprendre les actions qui sont prises, les mesures de confinement, parce qu'on le sait, moi aussi, je suis un sportif, donc c'est sûr, j'aime pas ça de pouvoir aller à mon gym le matin. Mais outre les gyms, il y a aussi les restaurants, les théâtres, les bibliothèques. Puis toutes ces décisions-là, je veux dire, ils ont beaucoup d'impact sur la population en général, que ce soit sur la santé psychologique, la santé financière, sur l'économie. Donc, moi, ce que je me suis dit avec l'équipe d'économistes ici, c'est que si le gouvernement fait ça, il doit bien avoir une raison scientifique derrière ça. Donc, on a envoyé nos demandes d'accès à 4 ministères. Puis ça, comment ça fonctionne, c'est que si on veut avoir des documents ou de l'information de la part du gouvernement, malheureusement, au Québec, c'est pas souvent disponible. Si on regarde en Suède, en Norvège ou dans plusieurs pays européens, c'est souvent disponible directement sur le site Web. Par contre, là, ici au Québec, ça ne l'est pas. Fait qu'il faut faire une demande d'accès à l'information, puis ils ont 20 jours ouvrables pour nous répondre. Ça, c'est le délai légal. Moi, la demande, je l'ai envoyée en juillet dernier. Donc, on n'a pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour voir que ça fait plus que 20 jours. Puis c'est ça. Puis on n'a pas eu de réponse d'aucun des 4 ministères, à part un avis de retard du ministère de la Santé. Donc, c'est un peu silence radio. Puis moi, ce que je sais à l'interne, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement ne nous fournira pas les documents. Puis j'ai parlé à plusieurs journalistes, plusieurs chercheurs, puis on n'est pas les seuls dans ce bateau-là. On est plusieurs. Puis c'est un peu fâchant de voir ça, honnêtement. Et pourquoi tu penses que vous verrez jamais ces documents-là? Bien, il y en a qui disent comme théorie qu'il n'y aurait pas de documents, que le gouvernement se baserait vraiment sur les dires de la santé publique de M. Arruda, puis qu'il n'y aurait pas d'avis écrits. Maintenant, si c'est le cas, je trouve ça un peu dommage qu'on ferme l'économie ou presque sous la base d'avis verbaux. Puis l'autre théorie, ça serait aussi qu'on s'entend qu'il y a un calcul politique derrière tout ça. Puis le calcul est assez simple. La base électorale de la CAQ, c'est souvent des personnes qui sont un peu plus âgées, pas tout le monde, là, mais en région, c'est souvent des personnes qui sont un petit peu plus âgées, donc c'est sûr qu'ils sont plus à risque avec la COVID. Donc là, il y a du côté qu'il faut satisfaire ceux qui ont un peu plus peur de la COVID et avec raison. Puis de l'autre côté, les gens de sa base électorale qui tiennent à l'économie. Fait que là, il faut qu'ils sacrifient un secteur ou deux. Puis je pense que c'est les gyms, les restaurants, ça a passé là-dedans. Là. Puis, qu'est-ce que vous demandez, là, c'est pas... est-ce que c'est vraiment complexe? Tu sais, je veux dire, les documents qu'on demande, là, je comprends qu'il n'y ait pas de... Tout a été verbal, puis c'est ça qu'ils ont dit, là, il n'y avait pas nécessairement de procès écrit, mais ce qu'on veut savoir, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui s'est dit dans ces réunions-là, mais ce qu'on veut savoir, c'est sur quoi se base là-dessus. Tu sais, il doit y avoir justement une ou deux études scientifiques au minimum sur lesquelles tu peux dire, bon, ben gars, ça, c'est ce qui est sorti, on a étudié ça dans tel pays, c'est ça qu'on veut voir. Tu sais. Exact. Puis c'est ça que je disais hier à Cube Radio. Je disais, j'ai pas demandé à M. Legault d'envoyer un Québécois sur Mars d'ici 2022. Tu sais, j'ai demandé simplement d'avoir les documents, ce qui n'est pas compliqué à faire parvenir parce qu'on n'arrête pas de dire au gouvernement qu'on se base sur la science. Ben, la science, je veux dire, s'il y a des documents scientifiques, ça ne doit pas être difficile de faire transfer à Miguel Ouellet. Fait que je pense pas que c'est super difficile, non. Puis nos demandes, honnêtement, ils étaient extrêmement claires. Je les ai faites regarder par un avocat pour être sûr que ça soit bien écrit. Puis je pense pas qu'il y avait de faille dans le document. C'était extrêmement clair, assez facile à répondre. Moi, je pense sincèrement que c'est un move politique de ne pas répondre, étant donné que en ce moment, quand on dépasse le délai légal de 20 jours, nous, on peut porter en appel la décision de ne pas nous répondre. Mais de passer au tribunal d'accès à l'information, là, on va passer d'environ 2 ans. Et dans 2 ans, on aura-t-il encore besoin des documents? Je pense pas. Là. Puis, qu'est-ce qui fait que, mettons, l'Institut économique de Montréal, c'est quoi votre rôle au sein de tout ça? Depuis le début de la pandémie, on a été quand même une voix majeure
dans tout ce qui a trait aux impacts économiques du confinement, parce qu'en mars dernier, quand on a fermé l'économie au complet, bien, c'est sûr que le gouvernement voulait savoir un peu l'avis des économistes, des experts là-dessus. Donc, nous, on a été au front pour dire qu'au final, le confinement, peut-être que les coûts sont énormes, puis tu sais, des entrepreneurs, des personnes comme vous et moi qui ont un petit business, qui se font fermer leur entreprise, ça a beaucoup d'impact. Puis je pense que c'est ça que les économistes, nous, on est en mesure de calculer puis de conseiller un peu le gouvernement sur ça. Fait qu'on a vraiment été une voie là-dessus. Après ça, quand là, le gouvernement a décidé de réouvrir l'économie, puis là, de fermer les restaurants, les gyms, nous, notre rôle, c'est un peu de savoir sur quoi vous vous basez, pourquoi vous fermez les gyms. Est-ce qu'il y a eu des éclosions dans les gyms? Moi, je pense pas. Puis on s'entend que les entrepreneurs qui ont des gyms ou des restaurants voulaient respecter les mesures sanitaires. Ce n'était pas des rebelles qui voulaient rien écouter du gouvernement. Puis c'est fâchant pour vous, puis c'est fâchant pour les restaurateurs aussi, puis pour moi, de ne pas comprendre pourquoi on fait ça. C'est pourquoi on ferme notre gym alors que scientifiquement, ça me semble très peu probable qu'il y ait des éclosions. On est des personnes en santé habituellement quand on va au gym. C'est un peu difficile à comprendre. Puis si on avait les documents, bien là, on pourrait mieux comprendre. Puis c'est ça, je pense que l'économie aussi, c'est multidisciplinaire, si on veut. On voit que l'économie touche beaucoup d'aspects. Puis comme la santé, en fait, justement, on parle du COVID, justement, limiter ça, mais il faut voir justement l'ensemble des choses. Comment que, tu as parlé tantôt de la santé mentale, mais c'est pas juste la santé mentale. On sait que du monde qui vont faire faillite, mais encore là, ça va aller toucher à la santé mentale, ça va aller toucher une certaine détresse psychologique qui va entraîner une baisse de la santé générale. Exactement. Puis l'économie, il y a des gens qui pensent souvent que c'est juste tout ce qui a rapport à l'argent, mais c'est pas le cas. Tu sais, je vous donne un exemple. Mettons que j'ai une grosse journée à écrire des rapports. Bien, c'est sûr que si le matin, je ne vais pas au gym, je vais être moins concentré à écrire le rapport. Moi, ça fonctionne comme ça. Fait que si on ferme mon gym, ben moi, je vais être moins productif au travail. Fait que c'est un coût pour l'entreprise. Tu sais. Fait que c'est tellement c'est de penser à tous ces coûts-là qui sont un peu implicites, qui sont difficiles à calculer, mais qui sont quand même là. C'est la même chose pour, je sais pas moi, les gens qui présentement ils habitent seuls, sont plus isolés, mais c'est sûr que ça se peut qu'ils soient un peu plus tristes. Il y en a même que c'est des cas de détresse psychologique. Mais au travail, ils ne seront pas super productifs. Là. Fait que c'est des coûts qu'il faut réfléchir. Puis ce que j'ai peur, moi, c'est qu'en ce moment, le remède soit un peu pire que la maladie. Et puis là, je banalise vraiment pas les morts du COVID, tout ça, absolument pas. Tu sais, je trouve que c'est vraiment triste d'avoir des Québécois, des Canadiens, puis même des gens dans le monde qui meurent de ça. Mais c'est qu'il faut penser justement aux coûts qui sont imposés par le remède. Puis les mesures de confinement, je pense pas que c'est la bonne voie à prendre. Puis on le voit dans plusieurs pays, en Allemagne, en Suède, en Taïwan. C'est pas l'avenue que les gouvernements ont pris. Puis, on devrait se baser un peu sur les approches scientifiques à l'international. Puis, c'est ce que j'ai demandé à la santé publique. Je leur ai demandé, est-ce que vous avez des documents? Est-ce que vous avez étudié les cas à l'international pour que nous, au Québec, on puisse importer ces approches-là? C'est parce qu'on peut réfléchir tout par nous-mêmes, mais des fois, on peut aussi se fier sur d'autres pays qui font bien ça. Est-ce que tu crois que ce serait relié à un manque de réflexion ou d'ouverture sur le monde? Pourquoi est-ce que maintenant on reconfine un petit peu le Québec, même si, disons, l'OMS a écrit que c'était pas nécessairement la chose à prioriser, le confinement, pour, disons, limiter la propagation du virus, par exemple? Je pense qu'encore là, il y a un calcul politique, même que le docteur Arruda l'a avoué en conférence de presse que parfois il y a les mains liées par justement ce calcul politique-là. Puis une ouverture sur le monde, je pense que ça dépend, parce que si on regarde comme des pays en ce moment, la France, qui viennent de confiner mur à mur les gens, qui ont juste le droit d'aller prendre une marche à 1 kilomètre de leur maison pendant 1 heure, là, on pourrait se dire on est chanceux au Québec. Mais si on regarde d'autres pays qui sont un peu plus libres en ce moment, qui ont des approches un peu plus autonomes, je pense que là, on peut se dire, ouais, peut-être qu'au Québec, on a du travail à faire. Mais, tu sais, il faut s'entendre aussi qu'une pandémie comme ça, c'est nouveau. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu prévoir. Fait que là, le gouvernement, c'est sûr qu'il faut leur donner le crédit aussi que c'est difficile de réagir à ça, surtout à très court terme, quand on voit des gens mourir chaque jour. Mais là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est dans la pandémie. Je pense que c'est le temps un peu d'avoir une réflexion puis de se demander nos objectifs, c'est quoi. Puis je vous donne un exemple. On ferme les gyms,
Donc, on dit aux gens, vous n'avez plus le droit d'aller vous entraîner, c'est trop dangereux pour la propagation du virus. Pendant ce temps-là, dans nos CHSLD, les préposés aux bénéficiaires peuvent travailler puis passer d'un CHSLD à l'autre. Mais ça propage le virus. Là. Puis c'est la population qui est vulnérable. Fait que moi, ce que je pense, c'est qu'on ne protège pas assez la population vulnérable, puis on s'attaque trop à la population active, comme vous et moi. Puis ça, je pense que c'est au cœur du problème, parce que j'ai regardé juste hier les chiffres, là, puis 97% des décès sont des personnes de 60 ans et plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment targeté, désolé l'anglicisme, vers la population plus âgée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, là, mais je pense qu'il faut justement plus les protéger eux autres que de confiner l'économie au grand complet. Et qu'est-ce que ça voudrait dire, selon toi, justement, qu'il y a 97% des gens qui meurent de la COVID ou qui sont touchés gravement de cette maladie-là, bien, qui est 60 ans et plus? Qu'est-ce que ça veut dire sur, disons, notre façon peut-être de voir justement nos aînés? Tu sais, comme tu parlais, là, nos aînés sont dans des CHSLD, puis on voyage de CHSLD en CHSLD sans nécessairement qu'on y porte vraiment une attention particulière. Tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui devraient changer à ce niveau-là? Puis je ne sais pas si tu peux inclure l'économie là-dedans. Est-ce que, disons, il y aurait une façon par l'économie de changer un petit peu notre façon de dealer avec nos aînés, justement? Bien, c'est sûr. Puis je pense que ça demande c'est un bon moment, en fait, en ce moment, de se demander si notre réseau de la santé est bien comme il est en ce moment, parce que on voyait à Québec, je pense qu'il y avait une journée, il y avait 9 hospitalisations. Puis là, on disait à Québec que le réseau de santé est en train de tomber. Mais là, c'est parce que si à 9 hospitalisations, on a peur que notre réseau tombe, c'est peut-être parce qu'il est très fragile. Fait que je pense que c'est un bon moment de parler d'une bonne réforme de la santé. Moi, je pense que c'est nécessaire depuis de nombreuses années. L'Institut économique de Montréal le dit. Il y a plusieurs autres chercheurs qui le disent. Mais on le sait, la santé, c'est vraiment difficile à changer. Heureusement, maintenant, le gouvernement Legault a quand même donné plus de fonctions, de pouvoir, pardon, aux super infirmières, comme on dit en bon québécois, puis aux pharmaciens. Tout ça, c'est une bonne avenue à prendre. Mais effectivement, le virus en ce moment s'attaque vraiment aux personnes plus âgées. Puis, l'affaire qu'il faut se dire aussi, c'est que si un virus entre dans un CHSLD, que ce soit l'influenza ou la COVID, là, je ne suis pas médecin, mais si quelqu'un est immunosuppressé, dans le sens que son système immunitaire est vraiment faible, bien, que ce soit la grippe ou le COVID, il risque d'y passer. C'est dur de ne pas faire rentrer de virus dans un CHSLD parce que là, il faudrait confiner les préposés aux bénéficiaires, il faudrait créer une sorte de bulle, un peu comme les joueurs de hockey dans la LNH ou les joueurs de football qui ont une bulle. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas super facile comme problème, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui pourraient être faites. Puis même si on regarde en Ontario, les autres provinces, les préposés aux bénéficiaires, ils n'ont plus le droit de passer de CHSLD en CHSLD. Donc, pourquoi au Québec, on ne fait pas ça? T'sais? Avant de fermer les gyms, il faudrait penser aux solutions pour nos personnes âgées. Oui, pour ceux qui sont vraiment touchés. Puis, tu parles un peu des autres provinces. Là. Est-ce que tu sais pourquoi on garde encore le lien épidémiologique, mettons? Ça n'a pas d'allure qu'au Québec, on se retrouve avec pas loin de 6 000 morts. En Ontario, c'est 3 000. Puis en Colombie-Britannique, je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils font quelque chose de magique, mais ils ne sont même pas à 300. Oui, effectivement, ça, c'est dur à dire. Je pense qu'il y a des variables qui influencent justement le nombre de décès, le nombre de morts que moi, je ne connais pas à 100 bien entendu. Là. Mais je pense pas que c'est toute la faute de notre gouvernement, dans le sens, je pense qu'ils sont de bonne foi, malgré les quelques calculs politiques. Donc, je pense qu'ils essayent du mieux qu'ils peuvent. Puis ici, on regarde l'Ontario, ils ont une approche qui est un peu semblable à la nôtre. Le problème, c'est que le Québec, de ce que je remarque, c'est souvent le même, c'est qu'on est en retard. Donc, si les provinces font quelque chose, nous, le Québec, ça va être fait 2, 3, 4 semaines plus tard. Est-ce que, justement, c'est ce petit délai-là qui fait en sorte qu'on est plus que les autres provinces? Peut-être. Encore là, je ne suis pas épidémiologiste. Ouais. Mais ça pourrait certainement être une piste de réflexion. Oui. Peut-être juste le temps de traduire, mettons, de l'anglais au français.
Oui, c'est ça, exactement. Ça passe de tous les ministères, tous les branches. Sam parlait tantôt un peu du panier bleu. Je ne sais pas, je pense que tu en avais parlé avec Richard Martineau, justement. Avec Mario Dumont. Mario Dumont, oui, pardon. Qu'est-ce qu'il en était avec ça? Parce qu'on en a parlé dans un podcast précédent qui n'est pas encore sorti. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ça, le panier bleu? Parce qu'on s'est inscrit, puis en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, comme je disais à Mario Dumont, je disais, le panier bleu, c'est un peu les pages jaunes ou le bottin téléphonique 2.0. Parce que, tu sais, on s'entend quand on va sur Amazon, qu'on veut se commander des équipements d'entraînement ou quoi que ce soit, on peut aller sur le site, puis cliquer sur je veux acheter, disons, des gants de boxe, puis les faire venir chez moi. Tu sais, ça, c'est normal. C'est le même que ça se passe en 2020. Mais pas pour le panier bleu. Le panier bleu, c'est on va sur le site, puis on consulte quelles entreprises au Québec vendent quels produits, mais on ne peut pas en acheter sur le site. Donc, le site n'est même pas transactionnel. Fait que, là, essayer de faire compétition à des géants comme Amazon avec notre panier bleu québécois, je pense que c'est un peu difficile, puis on a englouti pas mal de fonds publics là-dedans. Puis encore une fois, c'était de bonne foi, mais est-ce que c'était vraiment la solution? Je pense pas. Il y a d'autres façons de faire la promotion d'acheter québécois parce qu'en ce moment, en pandémie, comme on le voit, les entreprises, ils ont vraiment de la misère. Je pense que c'est une bonne chose que les Québécois se tiennent les coudes puis ils se disent, bon, on va acheter local. Mais est-ce que ça veut dire que le gouvernement devrait engloutir des fonds publics là-dedans pour créer un bottin téléphonique 2.0 qui ne fonctionne pas? Je pense pas, non. Puis est-ce que c'est nécessaire aussi que ça coûte aussi cher? Tu sais, de vous, dans ma tête, c'est... Ça aussi, tu sais, c'est en entrevue, je me souviens plus c'est qui le collègue de Mario Dumont, là, mais il disait, Laurent Duvernay-Tardif, le joueur de football, a créé son site, lui. Puis je pense qu'il a dit que ça lui a coûté quelque chose comme 250 $. Puis le site est plus beau que le panier bleu. Là. On a plus de millions. Fait que, tu sais, je ne sais pas pourquoi ça a coûté autant cher, mais souvent, quand le gouvernement met ses pattes dans quelque chose qui est informatique, là, puis on peut penser au système de paie Phoenix au fédéral où ce que les gens attendent probablement encore leur paie, peut-être pas, là, mais quand que le gouvernement s'immisce dans l'informatique, ça va souvent très mal. Puis, pourquoi, d'après toi, est-ce qu'il voulait que ce soit le gouvernement du Québec qui ait la main mise sur le panier bleu plutôt que de faire affaire avec des entreprises qui avaient peut-être déjà un pied dans l'engrenage de la boutique en ligne ou peu importe, d'un marché québécois? Ça, c'est un super bon point parce que ce que je dis toujours, moi, c'est que si le gouvernement, disons, donne des millions à une entreprise X, ben on s'entend que son compétiteur ne peut plus y faire concurrence. Parce que là, si le gouvernement met des millions, puis cette entreprise-là n'a pas ces fonds-là, ben tu viens de tuer quelqu'un. Fait que l'État vient décider qui va gagner, qui va perdre sur un marché donné. Ben, c'est un peu la même chose avec le panier bleu, parce que je pense qu'il y avait une autre entreprise privée qui faisait exactement la même affaire. Là, on n'en entend plus parler parce que, effectivement, si on me donnait 3 millions pour faire un site, ça se peut que je sois meilleur que tous mes concurrents. En temps de pandémie. Mais surtout, c'est ça, en temps de pandémie, exactement. Fait que ça, je pense que c'est un problème quand l'État vient décider qui va gagner, qui va perdre, quand il décide vraiment quelle entreprise on va choisir. C'est différent d'aider un secteur. Là, je dis pas que je suis tout le temps pour aider un secteur ou tout le temps contre. C'est sûr que c'est cas par cas. Mais aider une entreprise spécifique, je pense qu'il faut être vraiment prudent parce que là, on le voit avec le panier bleu, ça a coûté des millions. On a tué, entre guillemets, les concurrents. Puis, au final, ça fonctionne pas vraiment. Ouais. Puis, tantôt, on parlait de conséquences, autant au niveau de la population, autant au niveau des entrepreneurs. Je parlais avec des gens dernièrement, puis on parlait justement du taux de suicide qui avait pratiquement doublé par rapport aux années dernières. Est-ce que vous avez des chiffres à l'IDM? Bien, en fait, c'est sûr qu'au niveau des suicides, j'ai vu ces chiffres-là, pas au Québec. Je les ai vus aux États-Unis dans certains États, puis ça, je les ai vérifiés, puis ils m'ont l'air vrais. Toutefois, je pensais que c'était la même chose au Québec, parce que c'est ça qu'on entend dans les médias. Mm-hmm. Mais j'ai vu un post Facebook, ça vaut ce que ça vaut, mais de l'Association de prévention du suicide du Québec, donc qui est une association qui est très sérieuse au final. Voilà une semaine ou deux, qui disait que non, au Québec, il n'y a pas eu une hausse de suicide comme les médias en parlent. Toutefois, il y a eu une hausse vraiment marquée des appels à la prévention au suicide. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est une association qui est, selon moi, sérieuse et qu'on devrait s'y fier. Toutefois, si les suicides n'ont pas augmenté, il y a des chiffres sur les overdoses.
ça a augmenté. Les chiffres sur la détresse psychologique, sur l'isolement, ça a vraiment augmenté aussi. Donc, heureusement, si c'est vrai, puis je le souhaite que les suicides n'aient pas augmenté, mais il y a aussi ce qui vient avant le suicide qui a augmenté. Donc, est-ce que dans quelques mois, il va y avoir une hausse des suicides? J'espère que non, mais peut-être. Puis aussi, si on nous confine pendant, comme on a fait en mars, pendant quelques semaines, peut-être qu'il n'y a pas assez de temps avant que quelqu'un passe à l'acte, puis c'est froid dit de même, là, mais si on continue à confiner, puis qu'on ne voit pas le bout, là, on pensait que c'était 28 jours le bout, mais finalement, il y a un autre 28 jours. Ça se peut que ça vienne vraiment affecter la psychologie des individus. Donc, c'est sûr que c'est des chiffres, moi, que je suis de près, là, parce que si, effectivement, on voit une hausse des suicides, ben là, nous, c'est sûr qu'on va sortir dans les médias puis dire, regardez, là, on est en train de faire quelque chose de pas croyable. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut penser aussi que, étant donné que nos hôpitaux maintenant traitent pratiquement juste les personnes pour le COVID, pas juste, là, mais surtout, euh, il y a des reports de chirurgie. Donc, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques ou quoi que ce soit, puis leur chirurgie est reportée, puis il y a eu des morts avec ça aussi. Fait que là, il faut aussi calculer ça dans l'analyse coût-bénéfice. Ouais. Puis au sujet des entreprises, dernièrement aussi, j'avais lu, je pense que c'était dans la presse, qu'il allait avoir 20 000 entreprises qui étaient tout près de fermer, en fait, ou qui avaient fermé. Je me rappelle plus si c'était au Québec ou au Canada, mais c'était un chiffre gigantesque. Puis quand tu te dis que, OK, ben c'est une entreprise, mais qui a des employés, puis que ces employés-là, ils ont des familles, l'impact que ça pourrait avoir. Encore là, est-ce que tu as des chiffres là-dessus, Miguel? Oui, exactement. Tu sais, puis c'est pas juste, c'est les employés aussi, mais c'est fournisseurs, c'est clients. Tu sais, des fois, on voit une chaîne d'approvisionnement où il y a à peu près 20 entreprises. Donc, c'est toutes les entreprises qui parlent. S'il y en a un seul maillon de la chaîne qui fait. Donc, ça c'est sûr que c'est vraiment malheureux. Au moins, on a le fédéral puis le provincial qui viennent avec la PCU, qui apporte aussi son lot de problèmes. Mais avec la PCU, l'aide aux entreprises qui vient un peu pallier ce problème-là. Mais le problème, c'est que présentement, au fédéral, on dépense en fou. Là. On n'a jamais vu ça au Canada ou presque. Puis, c'est que les programmes qui sont dits temporaires en ce moment, comme la PCU, c'est supposé arrêter un jour. On ne peut pas tout être sur la PCU sans arrêt. Mais Trudeau veut un peu changer le nom de ces programmes-là puis les rendre permanents. Fait que là aussi, il y a des problèmes sur nos finances publiques. Tu sais, vous êtes jeunes aussi, on va payer nos impôts plus tard, puis il va y avoir probablement une hausse des impôts si on continue à dépenser en fou comme ça. Fait que là aussi, c'est une chose qu'il faut tenir en compte. Est-ce que tu penses que ça changerait, qu'il y aurait de la place pour que ça devienne un revenu de base universel, mettons? Oui, mais je pense que c'est exactement ce que Trudeau veut faire. Puis, je pense qu'au Canada puis au Québec, on a un peu ce problème-là, c'est on veut toujours avoir des solutions universelles, comme le confinement. Là, il y a un problème, il y a une pandémie, on va confiner tout le monde. Là, avec le basic income, voyons, j'oublie le mot en français, le revenu. Revenu de base universel. Ouais, revenu de base universel. Ça va être attribuable à tout le monde. Donc, encore une fois, c'est universel, ça le dit dans le nom. Mais à place de vraiment spotter c'est qui les personnes vulnérables dans la population, qui sont financièrement vulnérables, donc disons les plus démunis, à place de faire des aides directement précis pour eux, là, on va arriver avec quelque chose d'universel, que moi, je vais recevoir un chèque, quelqu'un qui est un joueur de hockey qui gagne des millions va recevoir aussi un chèque. Tu sais, ça, je trouve que le côté universel de la chose est plus ou moins économiquement justifiable. C'est la même chose pour le confinement. Quand on prend nos ressources pour avoir une mesure universelle, c'est des ressources qu'on ne prend pas pour protéger les personnes vulnérables. Fait que c'est ça, moi, dans ma tête, qui ne fonctionne pas. Puis au Québec, on fait trop souvent ça, des mesures universelles à la place que ce soit des mesures ciblées. Puis quel impact tu verrais dans la tenue d'un revenu de base universel? Est-ce que tu en vois quelques-uns? Bien, c'est sûr, ça serait extrêmement coûteux. Là. Il y a eu une étude qui était sortie, qui avait été mandatée par le gouvernement du Québec, puis que l'étude disait il ne faut pas faire ça, c'est beaucoup trop coûteux. Puis au final, on n'aide pas vraiment les personnes qu'on cible. Comme je le disais, envoyer des chèques à des personnes qui gagnent 60 000 et plus, je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire. Là.
Mais qu'est-ce qui est nécessaire, c'est cibler les personnes vulnérables puis les aider. Mais des mesures universelles comme ça, c'est sûr que ça peut avoir même des effets sur l'emploi parce que, je veux dire, si quelqu'un a pas vraiment d'éducation, puis il se dit, moi, la job que je peux avoir, c'est, disons, travailler en restauration ou en commerce de détail, donc un salaire qui se rapproche du salaire minimum. Mais s'il y a un revenu universel, un chèque qui est versé à chaque semaine ou à chaque mois, ben, peut-être qu'il va diminuer les heures travaillées ou encore il ne va même pas travailler. Donc, ça a des effets aussi sur l'emploi, sur les incitations pour les individus. Est-ce que ce serait une genre un pas dans la direction du communiste? Ben, c'est sûr que le communiste est un peu différent. C'est comme la vision extrême de ça, peut-être un peu plus vers le socialisme, OK. comme entre les deux, un peu si on pourrait se dire. Là. Mais tout dépend, tu sais. Il y a même des économistes qui sont un peu plus libéraux, un peu plus de droite, disons qu'on pourrait dire, qui sont pour un revenu universel si on met fin à plusieurs programmes d'aide qui sont présentement au gouvernement, parce que c'est comme à place de substituer les programmes, là, on les complémenterait, ce qui amènera un autre problème. Donc, ça dépend de la vision qu'on a. Il y en a qui disent qu'effectivement, une société riche comme la nôtre, on devrait se permettre que tout le monde reçoive un chèque, que tout le monde ait un filet social garanti. Puis, il y a d'autres économistes qui disent ben, c'est pas une mesure qui est ciblée, c'est une mesure qui est universelle, puis ça devrait pas être justifié, puis c'est beaucoup trop coûteux. Donc, Ouais. Parce que je pense qu'on pourrait mettre les mesures aussi, tu sais, avec toute la technologie qu'on a, ça pourrait être quand même relativement simple de faire comme on vous donne un revenu de base qui va couvrir votre logement puis votre alimentation. Tu sais. Puis à partir de là, ben peut-être que si vous n'avez pas à vous en faire à tous les jours avec ça, ben vous allez pouvoir plus œuvrer dans le monde, mettons, ou être plus paresseux. Tu sais, on ne sait pas de quelle base ça peut tourner. Là. Exact, exact. Puis la seule affaire avec ça, c'est que si moi, je recevais un chèque de l'État à chaque semaine, je me dirais, ben là, tu sais, je suis en capacité de travailler, j'ai un salaire qui me permet d'acheter de la nourriture puis mon logement, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de cet argent-là? J'aimerais mieux qu'elle soit allouée à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Mais c'est sûr, je le prendrais au final le chèque puis je serais bien content, là, mais je veux dire, je suis rationnel aussi, là. Mais c'est sûr que dans ma tête, je me dirais, je pense qu'il faut aider davantage les personnes les plus vulnérables. Puis c'est peut-être pas la mesure qui est la plus appropriée. Mais ce que tu dis pour les personnes plus vulnérables, ben certainement, ça pourrait être envisagé. Ouais. Puis, tu sais, mais à quel point, encore là, est-ce qu'on va être avoir l'humilité de dire j'en ai pas de besoin de cet argent-là, puis je la laisse justement aux autres. Tu sais, c'est là où est-ce que ça devient vraiment une belle question philosophique, puis de voir où est-ce qu'on se situe, nous autres, à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on a toujours besoin de plus de sécurité, ou une fois qu'on a nos biens, la hiérarchie de Maslow, un petit peu, là, que notre base est plus solide, est-ce qu'on est capable de voir finalement que, bon, ben, qu'il y a peut-être des gens qui en ont plus besoin que nous. Fait que ça serait vraiment une belle réflexion à avoir, je pense. Ben, je pense que ça serait justement un peu naïf pour le gouvernement de croire que s'il nous donne un chèque, il y a des gens qui vont dire « Ah non, j'en veux pas, donnez-le le l'épidémie. » On le voit en ce moment avec la PCU. Là. C'est très dommage de dire ça, là, mais c'est vrai. On le voit avec la PCU qu'il y a des gens qui n'ont pris et qui n'avaient pas besoin, carrément. Donc, je pense que justement, l'homme et la femme, l'homme avec un grand H, est quand même rationnel, puis il calcule un peu dans sa tête, bon, si on me donne un chèque de 2000 $, ben là, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le prends pour moi ou je le redonne au gouvernement? Et puis, il y a aussi l'affaire que le gouvernement, quand il investit dans des trucs comme le panier bleu, puis qu'on voit que c'est de la perte d'argent, ben là, les gens vont se dire, est-ce que je vais être mieux moi-même de gérer ce 2000 $-là ou de le renvoyer au gouvernement pour qu'il fasse des trucs comme ça? Donc, je pense que ça aussi, c'est une question. Mais si on regarde Hong Kong, je pense que ça fait à peu près 30 ans de ça, qui ont eu leur premier surplus budgétaire. Puis c'est un ami qui me contait ça, qui était à Hong Kong, il était dans un taxi. Puis le chauffeur de taxi était fâché d'entendre à la radio que le gouvernement avait tellement bien géré l'argent qu'il avait fait un surplus budgétaire. Puis là, mon ami il avait demandé, mais comment ça, vous êtes fâché de ça? Puis là, le chauffeur de taxi il avait dit, mais ils nous en ont trop pris d'argent, tellement trop pris qu'ils sont arrivés à faire un surplus. Fait que là, au Québec, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Mais tout ça pour dire que justement, si le gouvernement gérait bien l'argent, peut-être que les individus diraient, regarde, j'en ai pas besoin, je vous le redonne. Mais je pense qu'on est loin de là au Québec.
Good. Miguel, pour respecter ton temps, moi, je suis arrivé ici tantôt avec une question, puis j'ai dit à Nico, j'aimerais ça vraiment poser cette question-là à Miguel, puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. On entend souvent l'affirmation « l'argent est la racine de tous les maux ». Puis j'aimerais vraiment savoir, toi, c'est quoi ton opinion sur cette affirmation-là que l'argent est la racine de tous les maux? Que l'argent est la racine de tous les maux. Moi, je pense que dans une société comme la nôtre, je pense que, puis ça, c'est complètement personnel, là, personne n'a besoin d'adhérer à ça, mais ma philosophie là-dessus, c'est que, en fait, faut pas vivre pour travailler, mais faut travailler pour vivre. Donc, je me dis que l'argent, c'est un moyen qui est extrêmement bien pour avoir la liberté qu'on veut jouer. Puis tout dépend du niveau de consommation qu'on veut, là. Mais moi, je me dis, si je réussis à avoir un travail qui m'apporte assez d'argent, puis que je peux faire les activités que je veux, que je peux voyager, que je peux aller m'entraîner, que je peux faire ce que je veux, bien, au final, l'argent, c'est un peu un véhicule de bonheur à ce niveau-là. Mais l'argent apporte pas le bonheur par soi-même. Tu sais. C'est juste, je pense que ça le facilite, surtout dans une société comme la nôtre. Donc, ça nous apporte la liberté financière. Puis je pense que ça, on le voit, là, il y a beaucoup de cas de divorce, beaucoup de cas de suicide que c'est dû justement à des mauvaises finances, à des gens qui deviennent stressés à cause de l'argent parce qu'ils ont le loyer à payer, ils ont tout ça à payer. Donc, si les individus sont capables de mieux gérer leurs finances, je pense que ça pourrait faire en sorte qu'il y ait une meilleure liberté et qu'on soit plus heureux au final. Mais ça ne vient pas du fait qu'il faut le plus d'argent possible. L'accumulation d'argent pour l'accumulation d'argent, ça ne t'amène pas rien de bon. Il y en a clairement qui ont besoin de plus de biens que d'autres. Puis je pense que c'est ce qui est le fun dans une économie comme la nôtre, c'est que si tu en veux plus, tu peux en avoir plus. Si tu en veux moins, tu peux en avoir moins. On a un bon filet social quand même. Donc, je pense que le Canada, c'est un bon entre-deux. On n'est pas, tu sais, aux États-Unis, des fois, il y a des États où les personnes les plus démunies sont un peu moins aidées. Ça, je trouve ça dommage. Puis, il y a des pays comme Cuba qui, au final, tu n'as pas le droit d'être entrepreneur quasiment, puis tu n'as pas le droit d'accumuler la richesse. Je pense qu'un bon entre-deux, là, c'est l'idéal. Mais ça, c'est just my 2 cents. Ouais, c'est gentil de le partager. Puis merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Puis merci d'avoir pris ce temps-là. Puis on te souhaite. C'est super. Puis bravo pour votre podcast. Pardon, je vais écouter ça les prochaines fois. Ah, ouais, c'est cool. Merci. Puis bons entrevues qui suivent. Ouais, merci. Bye.